vous propose qu'on passe au deuxième temps. C'est un temps sur lequel on va avoir 6 pitchs de solutions qui, en 10 minutes, vont nous expliquer un petit peu leurs enjeux de filière et quelles solutions, quelles innovations ils ont mis en place. Du coup, ça va venir illustrer, quelque part, ces 7 axes de l'économie circulaire. Je ne vais pas vous les décrire, parce que manifestement, vous connaissez un petit peu l'économie circulaire. Donc, il y a le recyclage, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et on va les parcourir à travers ces différents exemples. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et pour ce premier pitch, j'accueille Benoît Jacot-Bertrand de Gold pour penser la circularité dès sa conception, l'exemple des prises d'escalade. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Alors, erreur, hop, c'est tout bon. Bienvenue Benoît sur les circonférences. Donc peut-être tu peux nous dire, les prises d'escalade c'est hyper spécifique. Je pense que personne ne s'est trop posé la question de comment sont produites les prises d'escalade, quelles sont leurs durées de vie. Donc vous êtes 3 cofondateurs chez Gold et vous avez choisi de vous attaquer à ce sujet parce que quand vous avez commencé à creuser un petit peu comment se passait ce marché de la production des prises d'escalade, vous avez identifié plusieurs difficultés. Est-ce que tu peux nous partager lesquelles ? Oui, exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les prises d'escalade, on va redéfinir de quoi il s'agit. Quand vous allez grimper pour faire de l'escalade, on vient à placer des prises sur les murs. Elles permettent de créer des voies et c'est sur ces voies que vous allez vous amuser. Donc, quand vous allez dans une salle d'escalade, ce que vous aimez, c'est qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait de tous les niveaux. Et pour qu'il y ait du changement, de la nouveauté et de tous les niveaux, il y a beaucoup de prises qui existent, beaucoup de richesse en termes de prises. Ce qui fait que sur le marché européen, il y a 90 marques qui existent. Ces 90 marques du coup créent beaucoup de richesse et de variété. Et ensuite, c'est fabriqué par 4 gros fabricants en Europe. Et en termes de fabrication, ça représente 25 000 prises produites par jour sur le marché européen, donc 7 700 000 par an. Donc voilà, maintenant que vous avez compris ce qu'est la prise d'escalade, nous, ce qu'on a fait dans notre démarche, au départ, on ne s'est pas du tout intéressé à la prise d'escalade. On s'est rendu compte plutôt en tant que pratiquant de pratiques sportives et aussi avec l'expertise technique sur les matériaux qu'on avait, qu'on croisait les déchets dans l'environnement. Et on était assez frustrés de les voir là, tout en sachant que ça avait de la valeur et qu'on pouvait en faire autre chose. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir dans le cadre de nos études, à se dire, c'est sympa ces matériaux qu'on croise, mais ils n'ont rien à faire là, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on est reparti à la base, à nos domaines d'expertise. Sébastien, donc on est 3 fondateurs. Sébastien, un de mes associés, du coup, il est ouvreur en escalade, c'est lui qui crée les voies sur les murs. Et de suite, quand on a réfléchi, on s'est rendu compte que les prises d'escalade, elles n'étaient pas recyclables. Et donc du coup, première problématique, elles ne sont pas recyclables. Il y a une problématique donc, chimique, on va dire, par rapport aux produits. Il y a une problématique de volume, tu l'as évoqué, de ces prises d'escalade. Est-ce que tu peux nous dire la durée de vie à peu près aujourd'hui d'une prise en salle, pardon ? Alors la durée de vie d'une prise, elle est en moyenne de 2 ans. On me dit en moyenne parce qu'il y a des prises qui vont rester dans des salles d'une commune ou dans des petits clubs où du coup on va la laisser sur le mur et elle ne va jamais être démontée et il y aura peu de passages. Mais quand on prend des salles comme Paris et Lyon où il y a plus de 1000 passages jour, une prise ça ne dure pas plus de 6 mois. Et donc 6 mois c'est court. Pour que vous compreniez pourquoi ça dure pas plus de 6 mois, une prise ça a un aspect de pierre un peu, un grip dessus, et ce grip là, quand on vient à pratiquer, il s'use, ça devient lisse et du coup la prise a plus d'intérêt de surface. Et c'était là, c'est sur ce point là où on a mené toute notre réflexion, c'est de se dire ça a plus d'intérêt de surface, mais si on a un matériau qui est recyclable, en soi le matériau il est juste usé sur la surface et à l'intérieur il n'est pas changé. Et donc c'est là où on arrive à l'éco-conception. Donc vous avez mené toute une démarche pour se dire comment on éco-conçoit une prise d'escalade. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par quel chemin vous êtes passé et quelles décisions vous avez prises pour éco-concevoir la prise ? Alors, dans notre démarche, étant donné qu'on voyait les déchets dans l'environnement et qu'on savait que ça n'avait rien à faire là, on s'est dit
on va regarder notre petit nombril quand on pratique nos activités sportives, quels sont les produits qui sont créés pour notre pratique et quelles sont leurs fins de vie. Quand on a su du coup que les prises n'étaient pas recyclables, on s'est dit nous ce qu'on veut c'est créer quelque chose qui puisse à terme être récupéré pour au mieux refaire des prises. Et donc on a cherché directement le matériau adapté pour ça, avec du coup sur notre feuille blanche tout en haut en fait mettre en place l'économie circulaire sur la prise d'escalade. Et alors c'est quoi cette logique de monomatière ? Et la logique de monomatière, alors tout à l'heure Aymeric disait il faut se poser la question de poser des brevets, est-ce que c'est bien ou pas, et Aymeric prenait le parti de dire qu'il ne faut pas. Nous on a pris le parti inverse, c'est de se dire qu'on apporte sur le marché une innovation qui a de la valeur qu'à partir du moment où elle est clairement identifiée et où par exemple nous on développe un matériau qui est spécifique vraiment à la prise d'escalade. On a discuté avec la mise en place de la REP sur les articles de sport et loisirs. Ce qu'on ne voulait surtout pas, c'était dans un premier temps que notre prise d'escalade elle finisse dans une poubelle jaune, dans un second temps qu'elle finisse dans les bennes ASL, parce que les bennes ASL pareil c'est un peu du tout venant, et donc du coup on voulait être certain que notre matériau, nous on a cette expertise, on puisse nous-mêmes le récupérer, et puis qu'il n'y ait pas un autre matériau qui puisse être créé sur le marché, pour être certain que si d'autres personnes veulent participer à la chose, on ait un seul matériau et du coup une seule chose à connaître et à maîtriser réellement. Et donc pour faire ça, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est donc nous on a une posture, quand je vous disais qu'il y a 90 marques, 4 fabricants, il y a des milliers de salles, nous on se positionne du coup comme fabricant, on sait que notre matériau du coup il a un impact. Au départ, on s'est dit ça pourrait être sympa de créer une marque, mais en fait, quand on crée une marque, du coup, on peut aller chercher que 1 sur 90, alors qu'en étant fabricant, on peut proposer ça à toutes les marques et du coup peut-être aller chercher 100% du marché. Ça vient bien illustrer ce que disait tout à l'heure Emery, de se poser la question de où est-ce que je me positionne par rapport à mon impact. Et le sujet de la propriété intellectuelle, c'est un vaste débat. On le voit bien parmi les acteurs de la circularité. Donc premier sujet, c'est du monomatière pour pouvoir le réintégrer dans la chaîne de production, ce qui implique du coup de pouvoir récupérer les prises d'escalade en fin de vie. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je crois qu'il y avait d'autres innovations. Tu me parlais d'une histoire de rondelles, je crois, ou de matières spécifiques dans les prises classiques que vous avez retravaillé, repensé. Oui. Pour les matériaux sur lesquels on se base, anciennement les prises d'escalade elles étaient faites en résine thermodure. Dans les familles des résines, il y a les thermodures et les thermoplastiques. Les thermodures, c'est ce qui permet de faire les bateaux, les avions, les skis en majorité. Et malheureusement, ces résines ne sont pas recyclables. Et ensuite, il y a les résines thermoplastiques qui sont tous les plastiques qu'on connaît. Et tous ces plastiques sont théoriquement recyclables. Et donc à partir du moment où on vient regarder qu'est-ce qui est le théoriquement recyclable, on se rend compte qu'il y a des problèmes de production, donc de la transformation au départ, et des problèmes de recyclage, soit par les filières, soit pour des raisons techniques. Donc nous, on a fait une grosse recherche sur quel était le matériau qui était adapté autant pour avoir une production qui soit la plus douce pour le matériau que le recyclage sur la fin. Donc ça, c'était pour choisir le bon matériau. Et après, sur une simplification aussi du produit qu'on réalise. Une prise d'escalade, anciennement, donc les résines thermodures, elles sont assez cassantes. Du coup, on vient à mettre à l'intérieur des pièces métalliques qui viennent rigidifier la pièce et empêcher le fait qu'elle casse. Et donc nous on a fait toute la réflexion de se dire voilà, c'est bien, il y a des pièces métalliques, mais pour le recyclage c'est compliqué. Donc on s'est posé la question de dire est-ce qu'on peut pas remplacer ces rondelles et les faire nous-mêmes, mais du coup dans le même matériau qu'on utilise. Donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et puis force est de constater après des essais qu'en fait ces rondelles elles sont même pas nécessaires et qu'on peut être sur un matériau pur sans avoir aucune rondelle. Donc pour le coup ça a été un développement par apprentissage de mettre des prises dans les salles et de voir comment ça réagissait. Et notre produit aujourd'hui, il est d'autant plus simple. On a seulement une base matière, donc qui est vraiment spécifique à notre produit et qu'on a développé. Et à terme, la prise d'escalade, une fois qu'elle est utilisée, on peut la récupérer. Si c'était une prise rouge, c'est un matériau rouge, donc il restera rouge. Et du coup, on peut rebroyer les prises et refaire du coup des nouvelles prises avec ce matériau.
Ce qui est intéressant, c'est tout le processus de questionnement en fait, qu'on met en place dans la logique d'éco-conception. Et on voit que là, le réduire prend aussi son sens pour se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cette pièce de cette manière-là. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps vous avez mis pour éco-concevoir ça et si c'était facile et si c'était tapis rouge? Il y a un petit biais dans la question. C'était super dur. Dans la démarche, ce qu'on a décidé, donc on a eu l'idée en mars-avril 2019. En mai 2019, nos cours finissaient et donc on a décidé de commencer à mettre de l'énergie dessus avec mes associés. Ça a mis 1 an et demi avant qu'on se mette tous les 3 à temps plein dessus. Et déjà, dans un premier temps, les experts qu'on est allés voir, parce que bon, on est de formation technique, mais il faut s'accompagner pour développer des solutions durables. Donc, on est allé voir des experts. Les experts nous ont dit bon ben voilà, les garçons, quand vous avez une idée plus sympa, pensez à revenir. Donc, on a dû développer nous-mêmes notre première machine. C'est ce qui nous a permis de faire des premières prises, de les présenter au marché, de récolter du coup de l'intérêt. Et suite à ça, en mai l'année passée, on a pu rencontrer enfin les bons experts, parce qu'il y a des bons et des mauvais experts. Les experts qui vous disent que c'est pas faisable, c'est pas les bons. Il faut un bon expert, il va vous dire ok, c'est peut-être pas ta meilleure idée, mais si ça doit être faisable, ce sera comme ça. Et au moins, il vous met dans la bonne direction. Donc nous, on a trouvé les bons. Et du coup, depuis l'année dernière, on produit sur les bonnes machines qu'il nous faut, avec des particularités, parce qu'en fait, on se base sur l'injection de thermoplastique. L'injection, c'est un des procédés les plus répandus dans le monde, qui permet de faire du coup toutes les pièces en plastique que vous utilisez. Et normalement, on met un moule sur une machine et ça produit de la pièce à l'infini. Et on démonte même rarement les moules. Et nous, la spécificité, c'est qu'une prise escalade, étant donné qu'il y a beaucoup de richesse, il y a plein de prises, donc plein de moules. Et il faut pouvoir avoir des moules bas coût qui soient montés régulièrement sur la machine. Et tout ça, ça prend du temps. Du coup, ça coûte de l'argent. Et donc, nous, on a dû faire un gros travail sur l'utilisation des machines. Donc, il y a une énorme innovation aussi technique pour le marché de la plasturgie, enfin pour le domaine de la plasturgie derrière. Et donc non, ça a été très dur. Et là, on vient de boucler notre levée de fonds. On a investi du coup sur les machines avec les automatisations qu'on apporte autour. Et on est en train de mettre en place l'usine là sur Chambéry. Et leur dernière question, du coup, c'était quoi l'accueil du marché? Parce qu'on a compris l'accueil des experts, mais quel accueil du marché quand vous êtes allé les voir pour faire cette levée de fonds? C'est combien cette levée de fonds et quel accueil des potentiels clients et investisseurs? Eh ben, on est assez jeune, donc on n'avait pas l'argent nécessaire pour acheter les machines. On a besoin de 2 millions pour investir, finir le développement, investir sur les machines, payer les premiers salariés, le stock, tout faire tourner. Du coup, pour ça, ce qu'on a décidé de faire, nous, on disait tout à l'heure, il faut trouver les bons investisseurs. Dans un premier temps, nous, on a vraiment discuté avec nos partenaires. Donc, il y a eu des acteurs du monde de l'escalade, des industriels aussi. Faut vraiment ne pas sous-estimer l'intérêt que ça peut avoir de discuter avec ses partenaires. Nous, on a eu une réduction quasiment d'1 tiers du prix d'une machine parce qu'ils croyaient dans le projet et les valeurs qu'on a. Et donc, du coup, comment ça a été accepté par les acteurs du marché de l'escalade, c'est une innovation qui est attendue depuis plus de 20 ans. En tout cas, c'est ce qu'on nous a exprimé. Il y a des essais qui existent sur le sujet depuis plus d'une dizaine d'années. Et du coup, ils étaient très, très intéressés par l'innovation, à la contrainte près que le marché de l'escalade il connaît une croissance de plus de 10% par an. En 2021, malgré le Covid, c'était 18%. Et tout ça fait que les acteurs du monde de l'escalade sont très intéressés pour le fait que ça existe. Ils ont envie qu'on soit là pour soutenir leur croissance, mais ils passent plus d'énergie du coup à essayer de maintenir leur activité que de faire du développement. Donc on a eu l'effet un peu Kick School, ils sont complètement derrière nous et on a une forte demande. Par contre, en termes d'énergie, on a dû s'appuyer sur nous-mêmes. Merci. Peut-être combien d'emplois créés à terme avec cette usine à Chambéry? Et ben là, on a Clément qui est dans l'assemblée, qui est notre premier employé, qui est notre ingé méca qui nous accompagne. Et là, du coup, sur les
3 prochains mois, donc on prévoit à peu près 2 embauches. L'objectif, ça va être de maintenir la production. On voit l'évolution d'abord sur un type de production qu'on va appeler un peu dégradé, dans l'objectif de encore accroître la connaissance qu'on a sur notre procédé pour ensuite mettre au bon endroit les automatisations. Et à terme, on espère une 40aine de personnes d'ici 5 à 10 ans. Merci, un grand bravo, on peut applaudir très fort. Benoît. Merci Benoît.